Le titre est un petit peu provocateur, mais je vous l'expliquerai tout à l'heure. Les étrangers ont-ils des droits? Voilà, alors j'aborde ce sujet dans un lieu où se déroule en ce moment une mobilisation multiple contre l'augmentation des droits d'inscription des étrangers entre guillemets extra-communautaires. Il y a eu une mobilisation permanente contre les expulsions d'étudiants étrangers. J'ai vu qu'il y avait une mobilisation en bas contre le contrôle des cartes par rapport aux étudiants sans papier. Donc voilà, c'est une question qui habite ces lieux et je vous propose de l'aborder avec une traverse, que moi j'appelle une traverse, c'est-à-dire une interrogation portée comme ça à travers des terrains que j'ai pu réaliser dans toute la France. Alors je vais prendre quelques précautions pour introduire ce sujet que j'appelle voilé. Il est voilé en ce sens qu'il est tordu et en ce sens qu'il est recouvert. Et la première précaution que je prends, c'est simplement de vous dire que je ne suis pas là pour faire de la morale. Donc je ne suis pas là pour dire s'il faut que les étrangers aient des droits, et je ne suis pas là non plus pour dire quels sont les droits qu'il conviendrait de revendiquer, etc., ou d'exiger. Bon, comme vous n'étiez pas là la semaine dernière, je précise qu'un des préalables commencement de la discussion sur qu'est-ce qu'être un étranger, c'était que c'était la condition sociale élémentaire et qu'on était tous des étrangers, moi-même d'ailleurs, enfin j'ai expliqué pourquoi. Voilà. Bien, donc pas de morale, et puis un type de fait auquel on a rarement recours. C'est-à-dire justement pas les statistiques dont on parlait tout à l'heure. Les statistiques sur la discrimination dont font l'objet les étrangers en France sont disponibles sur les documents de l'INSEE, de l'INED, d'observatoires des discriminations, des inégalités, etc. Il y en a beaucoup, ils sont intéressants, ils sont accablants. On pourrait presque mesurer le niveau, enfin, comment dire, on pourrait presque mesurer combien on est étranger en mesurant combien on est discriminé, mais il se trouve que c'est pas le genre de travail que je produis et que c'est pas le matériel que je suis le plus à même de commenter. Donc voilà, deux premières précautions, pas de morale et pas de chiffres. On va travailler à partir d'autre chose, c'est-à-dire des études de cas et regarder voilà, comment la question se pose à travers des terrains. Bon. Et je voudrais commencer cette conférence par un examen sévère de ma propre pratique. Je voudrais commencer par là. Et je vais vous le décrire très très simplement. En 5 ans de terrain avec un centre expert sur les questions de santé, et notamment sur la question de santé des personnes âgées, j'ai jamais interviewé un patient non blanc. Toutes les personnes âgées qui m'ont été adressées par des mutualités, par des régimes d'assurance maladie, par une caisse de retraite, les hôpitaux, toutes étaient blanches. J'ai vu des médecins, des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants, des assistantes sociales, des évaluateurs subsahariens d'origine ou directement de première génération, des Asiatiques, des Moyen-Orientaux, des Maghrébins, des gens du Machrek, toutes sortes. Chez les personnes âgées, que des blancs. Premier point. De la même manière, quand j'avais bossé, tiens, j'ai oublié de mettre Bure là-bas, enfin c'est pas grave. Quand j'avais bossé sur l'enfouissement des déchets radioactifs, là encore, que ce soit avec les militants ou en étudiant les ingénieurs de l'Andra, que des blancs. De manière différente, alors je ne dis pas tous français, je dis juste que des blancs, c'est un premier point. Inversement, il m'est arrivé de bosser pour la Direction Générale des Scolarités et d'aller travailler en lycée professionnel en Ile-de-France. Alors évidemment, la population était plus mélangée. Et il m'est arrivé de travailler sur un centre d'accueil d'urgence Rome à Montreuil, où là j'étais exclusivement avec une population immigrée. Donc tout ça pour vous dire que, en fonction du donneur d'ordre, en fonction de l'institution, vous voyez bien déjà que les différentes institutions discriminent de manière différente les étrangers, et donc les institutions produisent différemment du déni de droit ou de l'accès au droit. C'est un point d'introduction très très simple, très évident, mais qui déjà va complexifier les choses, parce qu'on ne va pas avoir affaire à une réalité homogène, on va avoir affaire à une réalité extrêmement hétérogène partout, et on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que moi, quand je dis récemment à un bailleur social, vous ne m'avez envoyé que des blancs, encore une fois, tombe des nues.
Ils ne s'étaient pas du tout aperçus de ça. Et comme c'est un bailleur social, évidemment qu'ils ont des gens qui habitent chez eux et qui ne sont pas blancs. Mais néanmoins, il y a cette espèce de, je ne sais pas comment l'appeler, de biais cognitif, de biais qui vient biaiser le terrain et qui traduit déjà dans le travail une différence d'accès à un droit à la parole. Pour le dire autrement, dans le cadre de mes terrains, les étrangers non blancs ont eu très peu accès à la parole et les Français non blancs ont eu très peu accès à la parole. Pour le dire encore autrement, il y a un droit à la parole, mais évidemment je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas de droit à la parole à travers le fait de répondre à un anthropologue. Mais enfin néanmoins, vu que mon travail nourrit les actions publiques, il y a quelque chose comme ça. Il y a déjà un premier déni de droit à la parole qui apparaît dans ma pratique professionnelle. Bon, une fois ce premier examen fait, ça nous fait sauter quelques pages. Voilà, les leçons simples à retenir. Les institutions séparent, trient, discriminent et chaque institution le fait différemment, traduisant différents niveaux d'accès au droit pour les personnes étrangères ou d'origine étrangère. Bon. Mais les situations, les causes, les mobilisations, les lieux, les civilités, les politesses qu'on a dans le quotidien produisent aussi de la discrimination ou de l'accès au droit, et vous allez le voir de manière très différenciée. Bon. Alors, après ces premières précautions qui visent ce que je vous dis et ma pratique professionnelle, quelques autres précautions d'ordre un peu plus général. Les étrangers ont-ils des droits? C'est une vieille question philosophique kantienne qui pose en quelque sorte les bases de la question du droit international. C'est la question qui fonde le droit international, et ce de deux manières. Quels sont les droits des étrangers sur place et quelles sont les relations qui régissent les relations entre les pays. Donc on a à la fois les deux aspects du droit international. Personnellement, je n'adresserai qu'un seul aspect, c'est-à-dire le sort des étrangers sur le territoire français. La notion de frontière, je voudrais y revenir avant d'avancer, n'a rien d'évident. Ce n'est pas un fait anthropologique éternel, les frontières. Et surtout celles qu'on connaît aujourd'hui, ça n'a strictement rien d'évident. Je m'explique. On l'associe aujourd'hui immédiatement à la question des papiers, à la question des passeports. En réalité, dans l'histoire de France, et quasiment jusqu'au XXe siècle, la frontière, c'est essentiellement autour des villes ou autour du pays, des bailliages, des péages, des octrois. En réalité, le territoire a des frontières en tant qu'ensemble fiscal, en tant qu'ensemble économique, beaucoup plus qu'en tant que lieu de contrôle des entrées et des sorties des populations. C'est construit progressivement un contrôle des populations autour de deux thèmes, la guerre et la maladie. En cas d'épidémie, on bloque les entrées et les sorties. En cas de guerre, on surveille les entrées et les sorties. Et l'invention des passeports, par exemple, c'est essentiellement pour contrôler d'abord les mouvements de population en période de guerre, puis à la fin du 19e, à la fin du 18e à la fin du 19e au début du 20e, pour contrôler les mouvements de population ouvrière, de population agitée, de population menaçante. Mais pour revenir sans rentrer vraiment trop dans le détail, je pourrais vous parler des registres d'état civil, qui étaient d'abord des registres paroissiaux, dont les premiers commencent au XIVe siècle et qui ont été rendus obligatoires, Villars-Cotterêts, puis la Révolution française, peu importe. Avant d'aller aussi loin, simplement, la question des sans-papiers est une question récente parce qu'il n'y a pas toujours eu des papiers. Donc voilà, saisir la radicale originalité de notre situation anthropologique, c'est-à-dire qu'on a créé un système de contrôle des populations avec des frontières, et c'est un problème nouveau. On peut absolument pas commencer un propos en disant de tout temps les hommes ont eu des papiers, de tout temps il y a eu des sans-papiers, pas du tout. Quand on le définit comme un droit de l'homme, la liberté de circuler, c'est littéralement, peut-être, inspiré par le fait que, dans l'essentiel de l'histoire humaine, ça a été le cas. Voilà. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un effet d'aubaine. L'effet d'aubaine, ça vient du droit d'aubaine, qui est un droit féodal. Et le droit d'aubaine, c'est qu'en fait, l'étranger qui n'est pas sous la protection de la loi dans le droit féodal appartient pas réellement au seigneur. En revanche, tous ses biens appartiennent au seigneur. Il ne peut pas laisser d'héritage. L'effet d'aubaine, c'est l'aspect positif de ce volet négatif, c'est que pour faire venir des étrangers chez soi, on créait souvent des conditions favorables, c'est-à-dire on passait de serfs à travailleurs libres en venant et en
venant servir de force de travail au Seigneur dans l'exploitation de ses terres, en apportant tel ou tel savoir-faire, etc. Et là encore, on voit que le problème de l'étranger vis-à-vis du Seigneur, c'est un problème de propriété. C'est pas du tout comme on imagine aujourd'hui, quelque chose d'ontologique, est-ce que j'ai les papiers, est-ce que je suis dans une situation administrative, etc. etc. C'est une question de propriété, c'est une question économique. Bon. Dernière précaution avant d'avancer, je vous promets c'est la dernière. J'avais prévu qu'on commence plus tôt, alors bon. Dernière précaution, en fait, et en cela je suis tout naturellement Hannah Arendt, dans la question les étrangers ont-ils des droits, il y a un corollaire immédiat qui pour moi est compris dans la question, mais qu'il faut que je précise, c'est les étrangers ont-ils le droit de réclamer de nouveaux droits? Voilà. Pourquoi? Parce que si on ne formule pas la question ainsi, elle n'a pas de sens. Évidemment que toute personne sur le territoire français a son comportement encadré par des textes de loi. Il a un ensemble de choses qu'il a le droit de faire, un ensemble de choses qu'il n'a pas le droit de faire. Il est objet de droit quoi qu'il en soit. Il ne devient sujet de droit qu'à partir du moment où il a le droit de réclamer de nouveaux droits. Et donc, en ce sens, d'être l'égal des autres qui sont en situation de réclamer de nouveaux droits. Et à partir de là, cette tension entre objet de droit et sujet de droit, pour moi, c'est vraiment la base, elle crée évidemment de la réciprocité et de l'intégration. Dès lors que je suis capable de changer le droit commun, alors je deviens une source du commun. Bon. À travers j'ai fait un super schéma sur le tableau. À travers cette conférence, je voudrais opposer vraiment deux mouvements. Et c'est ça dont je vais vous parler, en fait. Ce dont je vais vous parler à travers les terrains, c'est que le droit, c'est une affaire des gens, pour le dire vulgairement et simplement, ou pour le dire encore différemment, l'administration, l'État, le droit en tant que le droit positif, hein, en tant qu'il est institutionnalisé, est essentiellement un obstacle. Et ce qui crée l'accès au droit, se fait essentiellement, c'est ce que je vais essayer de vous montrer à travers les études de cas, c'est essentiellement les relations à l'échelle du quotidien, à l'échelle de la familiarité, à l'échelle de la fréquentation. En d'autres termes, quand on définit un statut bureaucratiquement, qu'à partir de là, on définit des politiques d'accès et de déni au droit, enfin, d'accès au droit et de déni du droit, des politiques qui incluent et qui excluent. Et qu'à partir de là, on s'adresse à la population, en réalité, on ne crée jamais d'intégration. Et c'est au contraire, en tout cas dans les études de cas que je vais vous rapporter, un mouvement qui part de la fréquentation, qui part de la construction de son quotidien, qui crée de l'amitié, qui crée de l'intégration et pas de la désubjectivation, qui va ensuite créer des causes politiques, qui vont ensuite, dans un troisième temps, effectivement obtenir, à travers un processus de subjectivation, un réel accès au droit. Voilà, c'est ça dont je veux vous parler. Bon. Maintenant, affiner ces questions de départ, et après c'est... Comment dire, cette casuistique de précaution. Nous voilà partis, et je voudrais vous présenter Madame P. Voilà, parce que les entretiens sont anonymes, donc je garde juste une lettre. Bon. Alors pour rencontrer Madame P, il nous faut aller à Bayonne. Je ne sais pas si vous connaissez Bayonne. Alors j'ai indiqué sur la carte où c'était, parce que la semaine dernière, il y avait des gens qui avaient du mal à identifier où était la Bourgogne. Alors, je sais pas, mettez-vous ça en tête, on sort de la gare de Bayonne, on traverse la Dour, qui est une espèce de fleuve qui, malgré les ouvrages humains qui l'enserrent, déploie quelque chose comme une espèce de sauvagerie. Ensuite, il y a le petit canal, la Nive, là, puis on laisse la cathédrale sur la gauche, on tourne à droite, il y a cette espèce de truc qui ressemble à un gros opéra bouffe, qui en fait est la mairie de Bayonne, et juste derrière, un petit peu plus loin, il y a l'immeuble où habite Madame P. Alors Madame P est espagnole sur les papiers, mais quand elle parle d'elle, dans son cœur, elle est catalane. Elle a 80 ans. Elle habite dans un petit appartement au centre de Bayonne que ses enfants lui ont choisi après la mort de son mari parce qu'elle est très handicapée physiquement. Elle a été aidante quasiment toute sa vie, d'abord de sa mère, de sa sœur, de ses enfants, de son mari. Elle a commencé à travailler à 10 ans dans les champs, donc c'est quelqu'un qui a le corps très abîmé. Voilà. Et elle a
elle a une toute petite pension de reversion par rapport au travail de son mari, et elle touche pour son invalidité une petite somme qui lui permet d'être au niveau de la survie. Elle est très contente de ça, elle ne demande surtout rien de plus, elle veut rester. On lui a même proposé qu'une femme de ménage fasse le ménage chez elle. De ce côté-là, elle est comblée. Bon, voilà. Alors, il y a 6 ans, elle s'est retrouvée seule après la mort de son mari, le corps épuisé par des années de soins pour les autres, incapable de s'occuper d'elle-même. Maintenant qu'elle en avait enfin le temps, son médecin lui a dit « Madame P, vous êtes faite pour la douleur ». De ce passé, elle dit simplement « C'était le combat de tous les jours, mais c'était mes enfants, j'étais contente, c'était mon mari, j'étais contente, mais j'ai les petits-enfants, j'ai les arrière-petits-enfants, voilà, ça rattrape comme ça. » Alors, pour occuper ses jours et parce que ça lui plaît, elle s'est investie dans l'association des Espagnols de Bayonne, où elle fait de la gym et de la piscine. Que vous dire d'autre, elle fait les courses avec des amis, elles sortent, elles font des balades, elles font des virées en Espagne, elles font des tas de choses comme ça. Il y a un réseau d'entraide qui s'est constitué. Elles font les courses pour les grands-mères qui ne peuvent pas faire les courses, elles vont jouer avec elles, etc. D'ailleurs, elle le fait avec la voisine qui a 90 ans. La voisine, elle n'est pas espagnole, mais bon, c'est la voisine, alors on fait ça, quoi. Et ce qui est très intéressant avec elle, c'est que elle est parfaitement intégrée, c'est la première chose, dans l'échelle de son quartier. Avec ses amis dans l'échelle de l'association, elle change complètement la couleur du quotidien de ces grands-mères-là et de toutes les personnes dont elle s'occupe. Elles ont complètement redéfini leur capacité d'action avec cette vie associative. Et en ce qui concerne l'État, elle demande le strict minimum et elle dit tout de suite qu'elle en est comblée et elle ne veut plus en entendre parler. Bon. Moi, ce qui m'intéresse dans ce cas-là, c'est que quand elle est arrivée, Madame P, en 1960, l'Espagne n'était pas dans l'Europe, elle arrivera 26 ans plus tard. Elle n'était pas forcément en tant qu'Espagnole bien perçue dans un pays qui en avait accueilli pas mal. Et cette immigrée pauvre, qui a encore des problèmes à lire, même si elle adore ça, etc., a construit tout son accès au droit à travers sa famille, ses fréquentations, son activité associative. Ça lui débrouille ses papiers, ça lui débrouille les relations avec les institutions, ça lui permet de trouver le domicile, etc., etc., etc. Donc vous voyez, avec cet exemple-là, j'ai simplement envie de partir d'une... C'est pas d'une belle histoire, c'est pas ça la question. Mais simplement, dans cette histoire, où à la fin, on a un véritable accès au droit, regardons le chemin que ça a pris, à quoi elle le doit, à qui elle le doit. Bon. On ira à la fin de... Mais vous serez parti dans un centre d'accueil d'urgence Rome à Montreuil. On ira voir des histoires moins drôles un peu plus loin. Bon. Alors, des modèles d'accès au droit de ce genre, dans mes terrains, j'ai pu en croiser de toutes les sortes, en suivant des chemins très différents. Par exemple, alors là, on change complètement de décor. On va en haut à gauche, à l'ouest, on va à Kerguelen-Varnes. Vous êtes en Bretagne, il y a des gros bosquets d'hortensias partout. On est au milieu des longères, des chaumières, et puis là il y a une plus petite chaumière, et dans cette petite chaumière derrière les bosquets, etc., on trouve un couple de jeunes femmes, l'une est du coin, l'autre est finlandaise. Elles élèvent une petite enfant très lumineuse, et puis ensuite elles vont aller se marier à Concarneau, pas très loin. Pourtant un endroit particulièrement marqué par une ouverture d'esprit libérale, c'est pas ça le décor. Et néanmoins, à travers les familiarités, à travers les gens de la ferme d'à côté, à travers etc., en réalité, il fallait les voir le jour de leur mariage, faire le tour de Concarneau en petit train. C'est-à-dire qu'une espèce de feu d'artifice de banalité, avec les gens autour qui le recevaient parfaitement calmement, de femmes qui se marient et qui ont une petite fille. C'est-à-dire que, alors en revanche, c'est là que c'est bien intéressant, là je vous lis parce que c'est un moment littéraire. Par contre, à Concarneau déjà, et pour de longues années, Concarneau c'était le jour du mariage, la procédure permettant à la mère finlandaise d'être reconnue comme mère, la paperasse obstacle, la procédure discriminante, la crainte, le mal au ventre, tout ça commençait là. Ça a mis des années à se régler. Alors je vous ai pris d'autres exemples comme ça que j'ai croisés au cours
de mes errances. Je me souviens par exemple de cet Afghan quarantenaire qui essayait très directement dans un bistrot parisien de me recruter pour une loge franc-maçonne et qui me racontait avec une passion sincère la manière dont le rite et les symboles du rituel lui avaient offert une vraie surface de contact avec la culture française d'un côté et de l'autre côté un réseau de solidarité, d'intégration relativement simple. C'est pas un système d'entraide directe, mais en tout cas des gens pour lui débrouiller les choses, pour lui expliquer où il était. Et c'est uniquement après un refus ferme et définitif que j'ai pu retrouver quelqu'un qui me parlait de sa situation précédente et de la privation de droits dont il avait fait l'objet en Afghanistan d'abord. Voilà, alors je m'en rappelle d'un autre, alors dans le même genre, ceux qui s'intègrent et accèdent au statut de sujet politique par les réseaux de notables. Là, j'ai en tête un médecin libanais à Bordeaux. Alors lui, c'était très très drôle, c'était le moteur d'un Rotary Club. Et alors, littéralement, tout ce qui faisait sa notabilité, ses marges de manœuvre, ses moyens d'action, sa respectabilité, sa notabilité, sa patientèle, tout s'était construit par ce réseau de notables locaux. Et dont il était voilà. Donc, en quelque sorte, et là vous voyez bien où est-ce que j'essaye de vous emmener, je mets complètement la question des papiers et de l'administration de côté, et je regarde qu'est-ce qu'on peut faire, qui on peut être, qui on a le droit d'être, comment est-ce qu'on peut accéder à la capacité de se faire des marges de manœuvre, de faire son quotidien, de déployer sa vie dans un réseau de fréquentation, en d'autres termes, d'exercer des droits. Et vous voyez que je suis là dans une définition pas du tout juridique de la question, même si évidemment, très rapidement, en réalité, on les rencontre. On rencontre la question des droits. Parce que quand on a un réseau de notables comme copains, par exemple, l'accès aux soins, devient réel. Et quand on a un problème de lunettes, on met 2 jours à avoir accès à un ophtalmo, là où un pauvre à côté mettrait 6 mois. Parce que quand on a un problème pour gagner un procès, pour obtenir un renouvellement de papier, etc., on a les points d'accès ou même les savoir-faire pour obtenir ses droits. Bon. Alors j'en avais un autre, mais ça ne va pas parce que lui c'était celui un Sénégalais qui lui avait obtenu son accès au droit par son excellence académique. Bon. Ça ne va pas parce qu'il en avait tellement marre d'avoir à négocier à force d'excellence académique ses droits qu'il est reparti au Sénégal. Enfin bref, peu importe. Dans tous ces cas, on voit des gens venant d'ici et d'ailleurs qui font leur chemin vers leur capacité à avoir des droits et à revendiquer de nouveaux droits, impactant directement leur quotidien, leur qualité de vie, leur statut, leur accès aux biens, au prestige, les capacités à engager des conflits, les modes de régulation des conflits qui leur sont accessibles, etc., etc. Et à chaque fois, c'est l'échelon local qui a ouvert la voie, servi de tremplin vers l'accession et la matérialisation de droits. Alors maintenant, je voudrais vous raconter des situations plus ambiguës, puis on va finir par les pires. Voilà. On finira par les formes les plus pures de déni de droit. Alors pour commencer, je dirais là où ça tremble, là où c'est pas évident, là où il peut y avoir accès au droit et déni de droit. Je vous en raconterai 3. Le premier, ça se passe dans un bus qui s'appelle la mairie mobile et qui est à Reims. Et le type qui est là-dedans, avec qui je passe la journée, il connaît la ville comme sa poche, les quartiers, les jeunes, les gens, il est bourru, il est simple, il a vraiment envie de donner accès au droit aux gens, mais il est très maltraité par sa hiérarchie. Bon, il a du mal à le faire. Puis voilà, c'est quelqu'un qui veut rendre service. Mais c'est un humain. Et vous allez voir comment ça va se passer. C'est alors qu'il y a une sortie d'école. Il y a des gens qui viennent. Et il y a notamment une maman étrangère qui ne parle pas français et son fils qui parle un peu français, qui viennent et qui demandent un papier pour une procédure pour avoir le droit de changer d'école. Alors il fait son métier, donne le papier. Bon, il a un doute. Il essaie de vérifier, mais en même temps, c'est des étrangers, mais là, ils sont un peu trop roms pour être des étrangers comme nous. Enfin, c'est pas des gens comme nous. Donc, il va faire son travail, mais il va pas en faire plus. Il va pas produire le surinvestissement qui peut-être garantirait le droit. Et donc, les gens s'en vont avec un papier, puis d'un seul coup, ah, zut, en fait, je leur ai pas donné le bon papier. Puis c'est trop tard, je peux pas leur courir après. Et là, vous voyez, dans cette situation-là, c'est un défaut très très concret, très simple, au niveau du guichet, qui se produit. Et quel est ce défaut-là? C'est parce qu'il n'y a pas de surinvestissement
et que la personne fait la procédure, qu'il n'y a pas d'accès au droit. Et honnêtement, je pourrais tout de suite prendre une diagonale vers les terrains réalisés par exemple en Seine-Saint-Denis, à la préfecture, avec des Roumains, ce que j'ai fait, que je vous raconterai plus tard. Et c'est exactement l'impression que j'avais, c'est-à-dire quand les personnes font leur travail, il n'y a pas d'accès au droit. Le guichet est littéralement là, à travers les terrains que j'ai réalisés, pour refuser l'accès au droit. Et en l'occurrence, quand j'y ai été de manière un petit peu récurrente, on leur demandait une attestation de demande de carte d'identité qui en vrai n'avait pas d'existence légale, mais qui devenait le préalable à toute autre démarche, et où effectivement le guichet, dans sa procédure, signifiait le non-accès au droit. Et vous voyez là encore, j'aime bien parce que je suis derrière le guichet avec la personne. Le type, je le vois se dépasser dans le surinvestissement en permanence pour des gens qui souffrent de déni de droit, et notamment les personnes âgées et les étrangers. Et s'il n'est pas surinvesti, ce qui n'est pas la situation normale, s'il n'est pas surinvesti, il n'y a pas d'accès au droit. Il y a l'exclusion créée par la complexité administrative. Bon. Alors voilà. Parfois, la privation de l'accès au droit se joue autrement et elle est en quelque sorte incorporée par la personne elle-même. Alors, voilà, j'ai deux exemples comme ça à vous citer. Là, je vais peut-être vous les lire, comme ça fera un petit moment littéraire. Parfois, la privation dans l'accès au droit se joue autrement, l'étrangeté étant conservée par la personne elle-même. Je me souviens de cette vieille dame solitaire du 20e arrondissement qui restait chez elle dans l'ancien appartement de ses parents déportés, dans un décor intouché depuis, et qui ne demandait rien, qui ne voulait rien, qui refusait tout ce qui, de l'extérieur, n'intégrait pas son deuil et le sens de sa vie, par exemple toutes les aides que pouvaient proposer les caisses de retraite. Donc, sa vie saisie dans l'atelier de confection figé par la mort et la disparition. Rien de cette France, et pour tout dire, rien de ce monde n'était plus pour elle. Une pointe d'espoir cependant, parce qu'une fois par semaine, et là encore, on retombe sur l'échelle de la fréquentation, elle descendait son escalier pour aller au bout de la rue, aider les gamins du quartier à faire leurs devoirs. Bon. Deuxième histoire, on est à Sonsois, en dessous de Reims, qui est donc la virgule. Voilà. Et on a une fille de forain qui refuse les aides qu'on lui apporte via une assistante sociale, en partie parce que dans son couple, comme dans son entourage immédiat, on la renvoie sans cesse à quelque chose comme une indignité originelle. Elle se sent étrangère, marginalisée. Sa vie foraine lui manque, mais l'argent qu'elle reçoit de cette famille de forains lui semble impur, salissant. Et ce que l'assistante sociale lui propose quand je la rencontre, elle ne peut pas l'accepter et elle fera de nombreuses pirouettes pour échapper à ces droits-là. Il lui semble que ces droits-là ne sont pas pour elle. Elle est étrangère à ses droits et aux institutions qui se projettent jusqu'à elle. Allons maintenant au plus près du déni de droit au cœur d'une institution paradoxale, le centre d'accueil d'urgence Rome à Montreuil, que j'ai étudié au début des années 2010. Voilà, qui était théoriquement conçu pour faciliter l'accès au droit et l'intégration sur le marché du travail de personnes identifiées comme Roms. La plupart ne l'étaient pas. Mais enfin, puisqu'on leur disait qu'en étant Roms, ils ne seraient plus citoyens de troisième zone, mais peut-être citoyens de seconde zone, alors ils ont dit qu'ils étaient Roms. Voilà. C'était des paysans roumains pour l'essentiel. Certains étaient hongrois, d'autres italiens, mais enfin, ils étaient là. Au bout de 2 ans de terrain, une famille m'invite en Roumanie, me demandant implicitement en échange de les aider dans les procédures de régularisation, puisqu'en effet, au bout de 2 ans, l'association en charge de leur intégration n'avait obtenu qu'un permis de travail pour tout le camp. Et c'était embêtant parce que, alors le camp c'est eux qui l'appelaient comme ça, c'était embêtant parce que le dispositif était prévu pour durer 3 ans, donc on s'approchait de la fin et ils commençaient à s'inquiéter. Donc ils ont venu voir le sociologue et ils lui ont dit, bon, écoute, nous on est enfermés là en permanence, on nous refuse les dossiers d'auto-entrepreneurs ou d'entrepreneurs individuels, on n'a pas le droit d'aller à la décharge pour faire du ramassage, on n'a pas le droit d'aller mendier en ville, on n'a pas le droit d'aller vendre les journaux, on ne peut rien faire, on est enfermé, est-ce que tu ne peux pas nous aider? En échange, on va te faire faire un tour en Roumanie, on va te montrer qui on est. Voilà. Et alors là, je compte une petite scène comme ça, un petit snapshot, c'est le tout petit matin, on est sur la dalle, 6 communes dans nos banlieues et quartiers populaires, et on fait la queue à la préfecture du 93 avec Yon. Alors d'abord, je ne peux pas ne pas, bien sûr vous les connaissez, vous décrire la queue infinie pour commencer. Et quand enfin
enfin, on atteint le guichet, on nous demande une pièce qui n'a pas d'existence légale. Et ce qui est triste, c'est que en 2 minutes de discussion avec la guichetière, cette difficulté est levée. Très très simplement. Et on va dans la foulée à la Chambre de commerce et d'industrie juste à côté pour se renseigner, voir comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir un statut d'entrepreneur individuel, etc. Et même si on lui a imposé les mêmes... d'abord on m'informe qu'il y a une procédure accélérée qui te demande, il faut s'acquitter d'une somme modique pour que la procédure soit accélérée. Donc c'est une dame de la CCI qui me dit ça. Et puis par ailleurs, donc on nous guide, on nous aide littéralement à cet endroit-là, bizarrement. Alors que tout le reste du tissu institutionnel se liguait comme pour les empêcher d'avoir accès à ça. Et voilà, on nous explique comment faire. Et 3 mois après, il y a 6 personnes de la famille de Yon et Yon qui ont des titres de séjour et qui ont des permis de travail. Alors, pourquoi est-ce que l'association qui était payée par la préfecture et la mairie pour tenir ces dispositifs d'intégration s'y refusait? Parce que selon eux, les Roms, qui n'étaient pas Roms, les Roms étaient des fainéants et donc avec leur entreprise individuelle, ils allaient nécessairement en réalité se couvrir et obtenir des allocations au lieu de travailler. Discours qu'on m'a tenu régulièrement chez des gens qui pourtant étaient d'une bonne âme absolue. Et il y avait là une espèce de raisonnement, stupide. C'est-à-dire que des gens qui travaillent, qui font feu de tout bois pour obtenir un petit peu d'argent, que ce soit la vente des jonquilles, la revente de chemises, etc. S'ils peuvent vendre des fleurs de manière légale et vendre des chemises de manière légale plutôt que de manière illégale, pour le dire autrement, les vendre sans se rendre vulnérables, évidemment qu'ils vont le faire. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Donc, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est un ensemble, préfecture, mairie, association, qui en quelque sorte se liguent pour créer une situation de non-accès au droit qui est systématique, qui en tire un profit marginal parce qu'une structure pareille produit beaucoup d'OQTF. Pourquoi elle produit beaucoup d'OQTF? Parce que les gens ont d'obligation à quitter le territoire français, donc de chiffres que les gens peuvent revendiquer ensuite en disant nous avons émis 20 000. Mais en réalité, dans ce centre-là, certaines personnes en avaient 6, 7, 8, parce que la préfecture émet l'OQTF via un policier, mais la préfecture finance un avocat via la structure d'encadrement pour défaire l'OQTF, et quand ça ne marche pas, une simple lettre à un voisin qui amène ça à la douane roumaine pour faire coucher un tampon, ça coûte 200 €, et l'OQTF est levé. Bon. Donc on a un ensemble institutionnel qui produit ça, et il a suffi qu'à l'échelle de la fréquentation, cette famille-là trouve un allié local, rentre dans sa civilité, rentre dans son intérêt, dans son jeu, dans une relation de reconnaissance réciproque, où d'un seul coup on tombe les masques, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit leur vrai nom de famille, leur vrai prénom, quels étaient leurs métiers, d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, leur religion, ils m'ont admis à leur culte, etc. etc. Cette intégration hors du décor du centre d'accueil d'urgence a produit immédiatement le dénouement de l'impasse administrative qui était en quelque sorte consubstantielle du lieu où ils habitaient. Bon. Alors évidemment, suite à ça, je repasse à la lecture, la famille de Yon m'appelait ministre, mais les accouchements dans les voitures ont continué en lisière de la déchetterie, tout près des rats et des matières en putréfaction. Les seules actions collectives résultant de ce dispositif carcéral furent le développement d'une église avec un rite sur mesure, mais pour le reste, il n'y a rien qui soit sorti d'autre que de ce dispositif-là. Et enfin, le dernier commentaire que je ferai, c'est que cette action a signé la fin de l'internat. Parce que cette famille-là voyait bien quelles étaient les cartes, mais tous les autres ont vu ça comme un privilège exorbitant. Et ils m'ont pris en haine, en quelque sorte. Donc, voilà, parce que je mets toujours un petit peu d'anthropologie pour vous raconter comment les terrains se passent en même temps que je tiens mon propos. Bon, alors... Est-ce que tu as une question? La famille, elle est restée là? Elle a continué à habiter là? Alors, la famille a continué à habiter là, mais de manière aléatoire, comme elle avait toujours fait, c'est-à-dire en retournant régulièrement en Roumanie où ils gardaient une maison. Ils ont commencé à gagner un peu mieux leur vie. Le grand-père s'est installé dans un studio fixe. Enfin, c'est la rue, je vais vous raconter. Mais ils sont restés là. Il y a une partie de la famille qui est revenue en Roumanie parce qu'on a fait je l'ai fait avec toutes les caravanes pour le coup, un bilan économique de leur situation.
depuis leur immigration, et ça a donné un drôle d'effet parce qu'en fait ils avaient tous perdu un capital colossal dans le processus d'immigration. C'est des gens qui avaient perdu entre 10 et 40 000 euros, sans compter les pertes en capital humain, en savoir-faire, en diplôme, en métier. Sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte du tout parce que d'abord ils n'avaient pas l'habitude de partager ce genre de choses. Deuxièmement, il y a quand même une espèce de prise de pouvoir des jeunes qui sont les forces vives, même s'ils n'ont pas de métier dans ces groupes-là. Et donc par exemple le fait que le grand-père a été danseur dans un groupe de danse folklorique à Covacent à côté d'Arad, les jeunes s'en moquent totalement, ça n'a pas de sens pour eux. Je me rappelle qu'il y avait quelqu'un qui était dans une vie précédente chargé de vendre des photocopieurs qui se retrouvait accompagnatrice professionnelle et qui était chargée de faire des CV aux personnes âgées, puis qui ne parlait pas aux mains. Et à un moment donné, je reste là, puis j'ai un petit dictionnaire, et on discute, et je relance le type, puis je le gratte. Moi je suis anthropologue, j'aime bien poser des questions, puis je me rends bien compte qu'il dit pas tout. Et en fait... c'était un ouvrier spécialisé dans la réparation de machines-outils dans les usines textiles. Donc c'était un haut niveau de qualification, c'est quelqu'un qui avait fait des études, c'est quelqu'un qu'elle avait identifié jusque-là comme un demi-clochard. Et les enfants de cet homme-là n'avaient pas été au lycée. Donc il y avait une perte extraordinairement rapide de savoir-faire. J'ai un autre exemple frappant, mais ils ont voulu organiser une petite fête à la fois pour m'être agréable et puis pour que les voisins en profitent quand on est arrivé. Et donc j'ai acheté un cochon, ils l'ont égorgé, on a fait une fête pendant mon arrivée, etc. Aucun des jeunes ne savait égorger le cochon. Voilà. Des choses très très simples comme ça, mais les rituels qui étaient présents, etc., avaient perdu leur sens de la même manière pour les pratiques agricoles, qui étaient quand même la base de la richesse qui avait permis à cette population de produire son émigration. Cette richesse-là avait disparu aussi. Donc à un moment donné, on a fait un bilan comme ça. C'est un peu hors sujet par rapport à ton exposé, mais c'est vrai que ça pose des questions. Quelle est cette illusion qu'ils se sont fait, quel est ce désir que les jeunes avaient Quel est le coût de faire face à son erreur? C'est extrêmement cruel de devoir faire ce bilan-là. Donc il n'est pas fait. Bien, alors... Je suis vraiment désolée, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. J'essaierai de regarder le podcast après, mais c'est vraiment je suis vraiment désolée. Au revoir. Alors, on continue. Tu enverras le lien du podcast. Ouais. J'ai une anecdote lors d'un terrain en Corse, dans un pays de montagne, proche de Bastia. C'est le petit point en bas là. Qui me paraît illustrer comment on est reçu d'une manière ou d'une autre selon la personne et l'institution qui vous amène. Alors, en l'occurrence, je dois visiter des domiciles équipés d'un dispositif de suivi de données, toujours mon travail sur la santé. Et je rencontre une équipe d'ingénieurs qui développe ça à côté de Bastia. Bon, puis, alors, les inventeurs corses de la solution qui m'ont invité commencent par m'amener dans un bistrot. Voilà, un bistrot à côté de Bastia. Et là, je suis vraiment traité comme un étranger, puisque c'est le thème, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que mes autres sont des habitués, mais eux sont vus à cet endroit-là comme des professionnels d'un genre de laboratoire où on bidouille des technologies de santé, produit des logiciels de pointe, c'est un laboratoire dont le siège est à Marseille. Donc je viens de cette institution-là. Et par conséquent, dès que ceci est compris, je suis avec eux, ils cessent de parler en français, ils se mettent à parler en corse, et de manière insensible, tout le monde se met à parler en corse. Je détourne de moi, il est très clair que je n'ai pas le droit de participer à la conversation de rien.
Et puis un de mes hôtes m'emmène chez lui dans son village patrimonial, il m'emmène à la mairie, à l'église, où il m'explique chaque opération de restauration en cours dans cette très jolie église. On va manger, il prend la peine de me montrer la mer du Vaud. Il me présente le vin du coin, vous savez, des espèces de vaches rousses partout en Corse. Ensuite, il me parle des héritages des femmes corses, etc., etc. Bref, une fois que je suis trempé dans cette espèce de bain de baptême avec le buveur, le mangeur, le croyant, le citoyen, etc., etc., je suis immédiatement accueilli à bras ouverts et comme habilité à l'existence et ayant acquis un droit à la parole et à recevoir la parole. Voilà. Alors là, on est dans l'ordre de la métaphore, mais je trouve que ça recouvre finalement assez bien l'ensemble de ce que j'ai pu décrire jusqu'à présent. Bien. C'est terrible, hein, on est surveillé. Alors je voudrais vous raconter une dernière chose avant de conclure. Ouais, c'est ça. Alors, le champ du déni de droit est aussi vaste que le champ du droit lui-même. On peut se voir nier le droit de travailler, de se soigner, d'étudier, de voyager, de vivre, de survivre, de se loger, de décider pour soi-même le cours de sa vie, de négocier ce quotidien à l'échelle de la vie, et ce que j'appelle moi l'échelle de la fréquentation. Mais en lisant cette liste non exhaustive de déni de droit, me vient un parallèle saisissant avec les études que j'ai pu faire et les recherches que je peux faire depuis des années. C'est le lien en fait entre la situation des personnes âgées et les étrangers. Les étrangers et les vieux subissent des discriminations à l'embauche. Les étrangers et les vieux subissent des discriminations dans l'accès au financement, aux prêts. Les étrangers et les vieux ont de la difficulté dans l'accès aux soins. Les étrangers et les vieux ont du mal à accéder à tous les droits qui leur permettent de décider de leur vie. On pourrait dire en quelque sorte qu'ils forment deux populations de citoyens de seconde zone. Bon. Alors ces deux populations sont souvent mises en parallèle par des discours racistes et xénophobes, ou xénophobes, reprenant des éléments de langage du Front National. En substance, vous la connaissez très bien, ce discours, ça consiste à dire que les immigrés gagnent plus en aide sociale que les vieux, et notamment que les vieux agriculteurs. Bon, en face de cette rengaine, il y a une contre-rengaine très bien rodée dans les médias, et qui consiste à dire que c'est faux, que le minimum pour vivre pour les personnes âgées est largement supérieur à ce que les étrangers peuvent toucher d'aide quand ils arrivent et qui sont dans la meilleure situation de demandeurs d'asile. Bon. Et là, vous allez avoir des rubriques check news ou des rubriques le vrai du faux qui vont s'exprimer de manière très savante pour dire que le propos de Marine Le Pen est faux. Je vais un peu vite. Hein. Le problème, c'est que c'est vrai. Le problème, c'est que, et c'est probablement ce qui ulcère les gens qui lisent ces rubriques de check news, c'est que c'est parfaitement vrai. C'est-à-dire que moi, je rencontre régulièrement des agriculteurs qui ont pour vivre 200, 300 euros par mois, point. Parce qu'ils ont une toute petite retraite et que là-dessus, il y a encore l'emprunt Cofinnoca qu'ils ont fait, la dette, parce qu'ils ne savent pas du tout se débrouiller avec les institutions pour obtenir les aides auxquelles ils ont droit. Parce qu'avec les dents pourries, des cicatrices dans les yeux, les hanches cassées, les vieux agriculteurs ou d'autres professions, à un moment donné, sont très très gênés par rapport à tout ce qui ressemble à une institution. Et donc, c'est une situation qu'on rencontre régulièrement dans nos campagnes. Voilà. Là, le type que j'ai en tête, c'est quelqu'un donc, à Sainte-Marie-du-Lac, à côté de Troyes, un petit peu au nord de Reims, et pas très loin de Sonsois, dans l'Aube. Bon. C'est quelqu'un qui avait une hanche défoncée, qui boitait, des cicatrices dans les yeux, il ne voyait plus rien, et surtout une parodontite, donc des dents pourries, et donc une haleine épouvantable. Et comme c'était quelqu'un qui avait des valeurs un peu vieille France, paraître devant une femme avec une haleine, je ne sais pas comment décrire ça, pour le coup j'ai accepté le verre de Newell qu'il m'a proposé, et tout ça, pour donner du cœur à l'ouvrage, il n'osait pas laisser les femmes rentrer chez lui. Et donc, il allait gagner environ, enfin, il touchait 250 euros par mois en gros, un peu plus, mais il avait des prêts à rembourser. Donc, il élevait des lapins et des poules, il coupait du bois pour les voisins, et il avait les écuries des voisins. Il ne pouvait plus conduire parce qu'il ne voyait plus rien. Il lisait ses papiers comme ça, parce que ça faisait du sudoku.
Et donc les gens des services sociaux ne savaient pas s'il était de mauvaise volonté ou incapable de remplir ses papiers, parce que des fois, il envoyait des papiers avec des justes inscriptions, et des fois, c'était délirant. Bon. Et d'ailleurs, c'est un service social qui m'a envoyé le voir. Et là, vous voyez, c'est typiquement une situation dans laquelle, effectivement, on peut, quand on est demandeur d'asile, avoir des revenus supérieurs à ce type-là. Voilà, c'est pas difficile. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse là, c'est pas du tout de dire que les étrangers ont des privilèges, ce serait ridicule de dire ça. Mais bien que, comme eux, certaines personnes âgées subissent des discriminations violentes dans leur accès aux droits les plus élémentaires, c'est-à-dire choisir sa vie, choisir où l'on habite, ce qu'on mange, ce qu'on boit, qui on rencontre, comment on construit son destin. Voilà. L'accès aux soins, l'accès à l'éducation, le droit de choisir pour soi. Je commencerai vraiment par là. Bon. Pour finir, je voudrais... ouais, c'est bien parce qu'on a les 2 pages pour finir, comme ça je peux être à gauche et à droite. Vous livrer mon sentiment à partir des entretiens que j'ai pu mener donc à Bayonne, à Bardo, à Blon dans le Limousin. J'allais vous en parler bientôt. C'est une messe dans laquelle j'ai vu des vrais catholiques, vraiment, à fond dans leur foi, en train de célébrer une messe de mariage, et dans lequel le prêtre qui célébrait la cérémonie a invité les blanches européennes à bien remplir leur ventre d'enfants blancs pour lutter contre le grand remplacement. Ce que je veux dire, c'est que même dans ces situations limites, en réalité, je n'ai jamais entendu de demande d'expulsion. Dans les entretiens, dans le domicile des gens, à l'échelle de la fréquentation, à l'échelle où on se connaît, ça n'est jamais cette demande-là. Ça n'est jamais « je veux qu'on les expulse ». Ce qui est dit, c'est plutôt « s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à partir ». Et ce qui est dit dans ce discours parfois raciste qu'on rencontre un peu partout en France, la plupart du temps, c'est je mets au défi l'étranger de construire son accès au droit à travers l'intégration dans une civilité locale. S'il devient poli, comme j'ai l'habitude que les gens sont polis, alors il est complètement intégré. S'il fait comme moi, je ne dis pas que c'est... Et alors, c'est peut-être à côté de cette thématique-là que ça grince réellement dans certaines têtes en France, dans ce rapport au droit des étrangers, est-ce qu'ils doivent, etc., rester partir. Et ce problème-là, et je ferai une autre conférence là-dessus, c'est probablement sur ce que moi j'appellerais l'identité inacceptable. C'est-à-dire qu'à travers les terrains qu'on fait en France, on rencontre dans toutes les populations un très très haut niveau d'identité. En ce sens que les gens sont très identiques les uns aux autres. Ils écoutent les mêmes choses, ils lisent les mêmes médias, ils regardent les mêmes médias, ils vont dans les mêmes centres commerciaux, ils se déplacent de la même manière en voiture, ils s'habillent de la même manière, ils parlent la même langue, etc. On a un très 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 haut niveau d'identité, mais c'est insupportable. C'est-à-dire que c'est de l'identité qui ne produit pas d'amour ou qu'on ne sait pas aborder du côté de l'amour. Bon. Pour revenir à la question qui sert de prétexte à cette conférence, et pour conclure, je ferai cette hypothèse. En France, le plein accès au droit passe par l'échelle de la fréquentation, par une civilité et un engagement quotidien. C'est-à-dire que l'administration est le frein essentiel. Il ne m'a jamais été donné d'observer des lieux hantés par une pulsion d'autochtonie. Quand les gens disent on n'est plus chez nous, la plupart du temps, en fait, on a affaire à quelqu'un qui décrit un lieu dans lequel on a perdu la civilité, c'est-à-dire la capacité à inventer des règles communes pour un quotidien agréable. On y a perdu l'angle, pour revenir à la conférence précédente. Il n'y a plus de chez nous, en fait, littéralement. Bon. Ceux qui ont accès au droit s'y sentent acculés, ceux qui n'y ont pas accès n'ont que très peu de chances d'y avoir accès un jour, parce qu'il semble presque impossible de percer la muraille administrative sans s'appuyer d'abord sur l'acquisition d'un statut de sujet de droit à l'échelle du quotidien et à l'échelle de la fréquentation. Voilà. Et pour le formuler autrement, je dirais, il nous a été donné de constater à travers ces terrains que ce ne sont pas les bas instincts du peuple qui privent les étrangers de droit, c'est l'appareil d'État qui menace le droit des étrangers, appareil d'État qui, en ce sens, est le contraire d'un État de droit, c'est-à-dire un État dans lequel le droit est un recours contre le pouvoir de l'État. Voilà, j'ai fini. Hop. On peut discuter, mais enfin, on ne va pas lancer un grand débat.
Mais ce que tu racontais sur le fait de faire sauter les OQTF, le système de... J'ai pas bien compris. La police former les OQTF pour les soi-disant Roms du coin. Oui. Quoi. Et en même temps, comme l'administration finançait l'association qui payait les avocats pour défendre ces mêmes gens-là, ils arrivaient à les faire sauter. Et quand ils n'y arrivaient pas, il y avait un système local en Roumanie pour éviter le déplacement. D'accord. En Roumanie, il y a un système pour que ça ne soit pas... Évidemment, parce qu'en fait, une obligation à quitter le territoire français, il faut faire semblant que la personne est sortie et ensuite elle a le droit de revenir. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas une IRTF. Ben non. D'accord, oui, c'est... Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il fallait envoyer 200 € au tonton ou au grand-père. Il allait voir les douaniers, il faisait tamponner le passeport et renvoyer le passeport. Oui, c'est... D'accord. Oui, c'est en cas d'IRTF. Comme il y avait par ailleurs c'est même pas un trafic de papier, c'est que leurs documents d'identité étaient pour la plupart, stratégiquement élaborés. Avec beaucoup de gens qui avaient le même nom et le même prénom, et des lettres changeant marginalement dans le prénom, ce qui permettait d'utiliser les papiers d'un pour l'autre, et puis de finir par dire mais c'est pas moi que vous avez arrêté, c'est mon cousin, regardez, il y a 2 heures à Raoul, enfin voilà. Habile. Tout à fait. Je suis arrivé en retard. C'est pas grave. Et quand même, une question que vous avez, que ça me vient à l'esprit, et vous avez un peu abordé le sujet nettement en fin de la conférence, c'est un peu l'obsession pour le vrai qu'on a souvent dans les médias. Par exemple, quand on doit affronter une militante d'extrême droite, très souvent on ne les attaque pas sur des principes, mais par exemple on dit oui, mais ce que tu dis c'est pas vrai. Par exemple le fait que les étrangers gagnent plus d'argent, touchent. C'est folle. Exactement, plus d'argent qu'un vieux, c'est faux. Et sur cela, de cela s'installe un discours politique qui cherche d'attaquer la position d'extrême droite ou extrémiste en général. Et mais très souvent, j'ai regardé une conférence entre Marine Le Pen et un étudiant. Et elle avait fait une déclaration sur le siège partagé au niveau européen avec l'Allemagne. Et son point de vue, c'était que il aurait eu l'Allemagne aurait pu influencer la France parce qu'il y avait ce jeu politique, etc. Et l'étudiant disait oui, c'est pas vrai, c'est tout à fait faux. Et la chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que une chose très intéressante que j'ai trouvé que Marine Le Pen a dit, que dans le discours, dans le papier officiel, c'est tout à fait faux, la chose qu'elle avait dit. Mais au niveau politique, les influences se jouent à un niveau plus subtil. Et donc, elle a attaqué sur ces niveaux politiques, pas institutionnels, pas officiels. Mais la contrepartie disait oui, mais c'est pas vrai. Alors, il existe un discours aujourd'hui que vous pourrez entendre parce qu'il est très répandu parmi nos élites et le corps des journalistes, si tant est qu'il en forme un seul, mais disons sur des discours aussi récurrents, on peut parler de corps. C'est celui d'une méfiance, double méfiance, par rapport à un ennemi qu'on imagine enclin à recourir aux fake news, et par ailleurs à un ennemi dont on dit qu'aux États-Unis, il a inventé une nouvelle théorie qui serait l'effet alternatif, la réalité alternative, qui serait donc plus sensible à la pulsion, à l'âme, à l'émotion, beaucoup plus qu'à la réalité des faits. Moi, j'ai tendance à penser
et à dire qu'il y a là encore aussi une manifestation de l'idéologie dominante, en ce sens que les ultralibéraux, les ordolibéraux, les néolibéraux, les sociodémocrates, qui sont aussi souvent ordolibéraux, enfin, tous. Et par ailleurs, le corps des journalistes aujourd'hui, dans sa grande majorité, prétend imposer une légitimité de la compétence dans l'exercice du politique. C'est l'être compétent, en quelque sorte l'expert, qui a légitimement accès à la décision publique. Or, c'est ça qu'on déploie en réalité en disant ça. On dit, vous n'êtes pas compétent. Et c'est quelque chose qu'on renvoie sans arrêt à Marine Le Pen. On ne dit pas, vous êtes raciste. On dit, vous êtes incompétente. Et dans le dernier débat pour les élections européennes, il était très très frappant de voir les commentaires de la journaliste Nathalie Saint-Cric, qui est vraiment une espèce de caricature du ventre mou de la pensée de l'idéologie dominante, qui était amenée à dire que, dans le fond, Marine Le Pen s'était bien débrouillée, qu'elle était plus compétente, etc. Parce que si le critère de jugement, c'est la performance médiatique dans le fait de citer ses sources, ses références, etc., on arrive en fait à faire ce que Ballandier décrit comme la situation coloniale, c'est-à-dire à ne valoriser qu'une performance technique par rapport à un débat politique. Voilà. Et en quelque sorte, il n'est plus question de savoir s'il est bon de favoriser l'égalité dans la répartition des richesses, mais plutôt de voir comment est-ce qu'on peut manipuler l'appareil technique de l'économie nationale pour faire en sorte de produire le plus de richesses possible, sachant que le ruissellement fera en sorte que voilà, nous pourrons ainsi mieux nous adapter à la mondialisation et mieux engager les défis du futur. Donc c'est en fait, ce que vous dites là, de mon point de vue, c'est typiquement une stratégie de refus ou de purification du débat public en disant il n'y a pas de lutte des classes, il n'y a pas de conflit de valeurs. C'est évidemment faux, mais ça consiste à poser ça, il y a des conflits de compétences. Et les compétences, c'est nous. Oui, l'intégration, c'est donner une compétence. Être intégré, c'est donner un savoir-être. Et adjoindre des savoir-faire et des savoir-cours. Et c'est ce qui se passe aussi avec le pacte de Marrakech, qui objectivise en tant que... qui formule en fait un peu de débat moral dans la forme pour toucher les cœurs des gens, mais qui en fait dans le fond est une objectivisation en tant que masse de compétences parmi les immigrés, et de dire on les sortira des centres de rétention administrative pour qu'ils travaillent dans les secteurs clés dans lesquels on les choisira, et c'est pour ça qu'on a besoin... Et là encore, c'est un problème technique. C'est ça, mais je vous le dirai autrement. Il y a encore un autre niveau technique qui, à mon avis, a ulcéré une partie des Français qui en ont côté réceptif, à ceux qui, dans le champ politique, les extrêmes, ont parlé de ça. C'est que c'était secret. Et ça n'a pas été négocié sur la place publique. Or ça ulcère une partie de la population française qui se voit à cet endroit-là, au nom d'une prétendue compétence qui légitimerait les actions, etc., dépossédée de la possibilité de donner son avis sur le sujet. Voilà. Et donc la désubjectivation, c'est une violence, et les gens réagissent avec violence qu'on leur fait. C'est aussi simple que ça. Oui, et puis après, au-delà de la question étrangère, c'est permanent dans la société. Même à l'université, il y a quand même beaucoup de ça, la question de compétences. Et maintenant, on est quand même... Enfin, très, très clairement, l'université est devenue un espace de formation de futurs travailleurs intellectuels principalement. Et c'est les compétences qu'ils vont valider et qui vont leur permettre d'avoir une légitimité sociale à s'exprimer et à décider. Et la question de l'auto-apprentissage n'existe pas. Du coup, la question de l'ouverture d'esprit, la question de la polyvalence réelle, qui n'est pas une flexibilité, qui est une vraie ouverture d'esprit et de différentes compétences, elle est complètement détruite par ça. Parce que, par ailleurs, en technicisant et en spécialisant et en enfermant les gens dans une spécialité, on les rend complètement incompétents, par ailleurs. Ce que j'ai envie de vous apporter pour recentrer un tout petit peu le sujet, même si je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je vais le reprendre sur l'exemple des étrangers en titre des droits, c'est que, pour le dire vite, c'est toujours l'échelle de la fréquentation, l'échelle des gens sans
légitimité de compétences administratives qui donne des droits Oui, et qui donne l'accès aux droits, même quand on parle de l'accès aux droits définis administrativement et bureaucratiquement. typiquement, les collectifs de soutien sans papier, ça marche comme ça aussi. Par exemple, mais il n'y a pas que ces collectifs-là, parce que il faut des collectifs relais dans la vie quotidienne pour que l'accès aux droits sur le papier devienne un accès aux droits réel. Preuve en est, on peut tout à fait avoir des papiers et être encore largement discriminé pour des questions de couleur de peau, de lieu d'habitation, de lieu de scolarisation, etc. Donc c'est toujours l'échelle de la fréquentation qui garantit l'accès aux droits et qui en fait aussi le réalise et l'exprime, en ce sens que il ne faut pas voir l'accès aux droits, en tout cas les entretiens ne permettent pas de voir ça, comme une démarche bureaucratique. C'est un tampon ou un frein, la démarche bureaucratique, mais la réalité de l'accès aux droits se fait dans la vie quotidienne. Avoir le droit aux soins, c'est se soigner dans un hôpital et qu'on vous accepte et qu'on ne vous rejette pas et qu'on essaye de parler la langue que vous parlez et qu'on vous accueille et qu'on vous fait... Enfin voilà, c'est ça la réalité. La réalité de l'accès à l'éducation, c'est qu'on vous intègre dans les classes, on vous accompagne et il faut en quelque sorte ce surinvestissement d'intégration sans lequel les choses... Alors bon, je suis peut-être allé un peu vite dans le truc, mais je voulais vraiment en fait passer par les récits pour dire que dans le fond, le statut de sans-papier, c'est une création bureaucratique récente. On a commencé par ça. Ensuite, la procédure qui gêne, la procédure qui angoisse, la procédure qui met à distance, qui est difficile, qui est de plus en plus éloignée, c'est de la même manière, ce sont des freins. Et inversement, le processus d'intégration passe par la fréquentation. Mais même pour revenir, une intégration qui serait purement formelle ne produirait finalement aucun accès aux droits et surtout, c'est le sens du schéma là, à la fin aucune amitié. On n'aurait affaire qu'à des statuts. Et moi, je trouve que par exemple le statut sans papier, c'est un statut épouvantablement objectivant. Je souhaiterais que même dans les collectifs militants, on arrête de l'utiliser. C'est-à-dire même sans droit, on devrait dire les gens, les étrangers, les voisins, les militants, etc. Parce que ce statut-là permet la violence de la discrimination. Une fois que c'est plus le voisin, c'est plus une personne avec qui on a milité, c'est plus le type qui aide à débarrasser lors du banquet, etc. C'est plus, voilà, toutes les petites procédures d'intégration qui fonctionnent finalement très bien sur le territoire. Dès lors que c'est plus d'eux qu'on parle, mais de sans-papiers, alors on peut tout accepter. Oui, c'est déshumanisé. Voilà, on peut accepter que des gens meurent. Voilà. Mais c'est pareil avec les sans domicile fixe dans le fond. C'est une pure objectivation qui permet ensuite d'éviter cette espèce de faculté quasiment inévitable, et là je parle de celui-là du corps social français, des corps sociaux français, qui pousse plutôt à intégrer plutôt qu'à exclure. De toute façon, c'est toujours le même procédé. Quand on appelle une catégorie de population par un des faits, on le prend et on en fait son identité pour l'objectiver, pour le déshumaniser. Et donc ça marche en effet avec les SDF, ça marche avec les handicapés, ça marche avec les vieux, ça marche avec les musulmans. Mais restons sur ce problème-là, précisément. Et à cet endroit-là, ça m'amène à formuler la chose suivante. Mais je l'ai déjà formulé à la fin, mais je crois que c'est vraiment le point le plus important. C'est le problème de l'accès aux droits des étrangers est tout sauf un problème de bas instinct de la population sauvage. La population, c'est quasiment, dans la totalité des cas en tout cas que j'ai rapporté, la solution. C'est un problème administratif, donc c'est un problème d'État, c'est un problème bureaucratique. Voilà. Donc littéralement, en fait, l'accès à un droit dans l'organisation de sa vie quotidienne peut mener à l'accès aux droits définis administrativement et juridiquement, et l'inverse est beaucoup moins vrai. Voilà. C'est ça que mes terrains traduisent et que j'ai essayé de vous apporter aujourd'hui. Je sens que vous avez envie d'aller fumer. Non, mais non. Après, vous prévoyez, je peux discuter encore. Moi, je bronze. Mais notamment, je trouve par exemple, à Paris, il y a le collectif d'aide aux personnes sans papier. Mais bon, en effet, c'est une question de la sémantique intéressante à poser, mais eux, ils font des cartes de membres. Et en fait, on a vu plusieurs fois des contrôles de police. Le constat que ces personnes n'avaient pas de papier, mais comme elles ont une carte de membre, en fait, c'est la reconnaissance de cette civilité, en fait, de cette intégration, de cette amitié, qui les sort, en fait, qu'elles ne sont pas embarquées par la police. Plein de fois. Des fois ça arrive, mais bien souvent ça les saute parce qu'on dit ok. Vous êtes au GISTI, vous êtes à la CGT, vous êtes à la CNT, tous ces collectifs. Mais je veux dire, on va même être plus basique que ça.
un groupe de sans-papiers, mettons encadré par la CGT, la CNT, logistique, peu importe, peut-être plutôt CGT, CNT, pour prendre vraiment des syndicats, qui les accompagne dans la revendication de meilleures conditions de travail, de permis de séjour plus stables, de meilleurs salaires. Comme ça se fait le travail du ménage. Rien que ça. Rien que ça. Ils n'ont pas encore obtenu le papier. Rien que ça, ce sont déjà des sujets de droit, parce qu'ils sont en train de demander de nouveaux droits. Donc ils ne sont plus en train de subir un règlement. Et c'est un truc dont on n'a pas parlé. Au début, je l'ai à peine esquissé. Quand il y a un règlement qui existe, mais que vous n'avez pas le droit de le changer, dans une entreprise, c'est pas forcément très grave. On peut accepter de travailler dans des conditions qui sont prédéfinies. Dans une société, ça veut dire littéralement qu'il y a des citoyens de premier ordre et des citoyens de seconde zone. Ceux qui ont le droit de changer le droit et ceux qui ne sont que des objets du droit. Alors c'était classique dans les cités antiques. Hein. Voilà, l'esclave ou l'étranger, voilà, mais c'est et puis en l'occurrence à Athènes qui a fini par se justifier par une autochtonie. Ce que je racontais dans la première conf, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est justement en fait comment, en réalité, celui qui dit on est chez nous, il n'est pas en train de dire c'est notre sol la plupart du temps lui-même, c'est un immigré de deuxième génération, évidemment. Mais on ne constate pas ça, et notamment parce que la France, c'est une myriade en fait, quand on dit on est chez nous, on parle véritablement d'une forme de civilité qui est accessible ou pas. Et construire une civilité avec des gens qui ne sont que objets de droit et qui font l'objet de toutes les discriminations quand on est soi-même dans cette situation-là, c'est très difficile. On est dans des zones qui sont la plupart du temps effondrées. Ouais. Oui, puis le droit, c'est déjà le droit d'être considéré par son environnement. Et on discutait avec des agriculteurs en Bourgogne, justement. Il y avait un agriculteur dans la région qui était noir et qui venait du Sénégal. Et ils avaient des discours très racistes en fait quand on faisait des repas et tout ça. Sauf que lui, c'était différent. Lui, il était chez lui parce que ça fait 20 ans qu'il est là et qu'il le connaissent et qu'en fait, du coup, c'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question d'origine du pays, c'est pas une question d'accent, c'est pas une question de religion. C'est une question de je le connais, donc je l'accepte et basta. Et du coup, les autres, je ne les connais pas, donc c'est la xénophobie, c'est la peur de l'étranger, en fait. Inversement, vous prenez Chenauve, avec, je ne sais plus ce qu'il y a derrière comme vignoble, à Marsanais, je crois. Donc, juste derrière, il y a des vignobles, etc. Et entre un cassos archi-bourguignon et quelqu'un qui travaille dans l'exploitation, ils peuvent tout à fait se considérer comme des étrangers l'un vis-à-vis de l'autre. Mais c'est l'organisation du travail, la fréquentation, le fait de perdre langue, etc. etc. Et ça, j'en ai parlé dans la première séance. Ouais, mais du coup, c'est... Et d'ailleurs, je vous avais préparé une carte de la première séance, je ne sais plus où elle est, avec Givet, Mouzon, Cernez-les-Bains, Dijon, etc., Montigny-sur-Crécy, parce que je trouve ça très très important. Dans le moment, je vais les mettre en ligne, parce que ça m'énerve beaucoup de voir à quel point c'est pas la géographie, c'est le relief, les différents pays, les différents terroirs. Vous savez ce que ça veut dire un terroir? Ça rapport à la terre. Oui, c'est la qualité de la terre. Est-ce qu'il y a du gravier, est-ce qu'il y a du granit, est-ce qu'il y a du sable? C'est ça un terroir. C'est la qualité de la terre qui donne un vin. Et donc en fait, quand on parle de ça, c'est-à-dire que vous buvez un vin de Bordeaux, vous pensez à la colline et vous avez en tête à quoi ça ressemble. Et puis à quoi ressemble le sol. C'est cette manière toute simple de s'ancrer dans le territoire dont on parle et sur lequel on passe et sur lequel on construit une civilité. C'est l'espace vécu, l'espace ressenti, c'est tout ce truc-là. Sans faire l'économie de la profondeur. C'est pas que la surface, c'est pas que le lieu relationnel. C'est le lieu relationnel avec un sol vivant. En géographie, c'est cette notion-là, c'est l'espace vécu, c'est que l'appropriation d'un espace passe aussi par les relations, par les déplacements, par l'utilisation de cet espace, par le temps, par le rapport à l'évolution de l'espace en lui-même. Ce que je raconte beaucoup dans les conférences de traverse,
c'est la vengeance des terroirs. Quand vous avez à l'entrée d'une commune 800 hectares d'un terrain massacré, blanc, avec des gros morceaux de silex qui remontent, bien rapetassés, qu'on dirait une autoroute, on pourrait rouler dessus, il y a juste une petite couche de chimie dessus pour que des plants puissent pousser, mais tellement fragiles que le coup de vent les mettra par terre. Quand vous voyez ça, vous voyez le chômage, vous voyez la destruction, vous voyez les agriculteurs suicidés, et vous voyez les énormes machines qui captent tout le capital et qui sera réinjecté ailleurs. C'est-à-dire que vous voyez la vengeance, quoi. Vous allez voir des maisons vides, vous allez voir des usines vides, vous allez voir des gens qui s'aiment plus. Tout est en vente. Voilà. Et ça se voit dans le sol, tout de suite. Et si vous vous écoutez un peu, vous passez la main dans la terre, cette tristesse-là, elle vous monte, quoi. Elle est là, on la sent. On n'a plus envie de vivre là, c'est mort. Et c'est nous qui avons tué. Ils ont tué les sols et ils ont tué tout. Ah oui. Il n'y a plus de vie qui en monte. Voilà. Quelle drôle de forme, cette discussion. Mais après, ça sera intéressant, je pense, de pousser cette question de sujet de droit, objet de droit. Et qu'en fait, ça se vit, je pense, justement dans des collectifs militants, etc. Ça se vit comme situation, sans forcément se conscientiser. Et c'est tellement, je pense, c'est peut-être là que ça se joue, en fait, le passage entre des collectifs avec une équipe de blancs intégrés qui fait un peu de paternalisme et qui, malgré tout, aide quand même, c'est pas la question, mais qui est quand même une démarche... avec beaucoup de difficultés à s'intégrer dans des zones. Voilà, et par ailleurs, certains collectifs qui aimeraient justement se faire remplacer en tant qu'aidants par des gens qu'ils ont aidés et qui sont eux-mêmes issus de... Comme anthropologue, on pourrait vous aider pas mal. D'abord en disant méfiez-vous de cette solution, les centres d'accueil d'urgence les utilisent et c'est pas une bonne idée. Deuxièmement, ça peut pas être en soi une solution, même si des personnes peuvent être excellentes. Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas pire personne pour avoir des a priori sur un groupe qu'une personne qui en vient. Deuxièmement, en tant qu'anthropologue, on a des conseils à donner en ce sens que, nous, on ne doit pas, ou le moins possible, être un facteur de sociogenèse. Et donc, vous voyez, bêtement, ça fait 2 ans que je suis ce groupe, quand j'interviens, et je n'interviens que sur leur demande. Oui. Et même en faisant ça, je détruis mon terrain. Voilà. Et l'efficacité du truc, ce pourquoi ça marche, vraiment, tout de suite, j'ai aucun talent ou savoir-faire, ni d'éducateur spécialisé, ni d'assistante sociale. Pourquoi ça marche tout de suite? Parce qu'en fait, c'est eux qui avaient tout préparé. Ils avaient besoin de quelqu'un à leur service, pour leur rendre service, et qui les écoutait tranquillement. Donc, d'un seul coup, ça marche. De la même manière, avec les personnes âgées, moi je considère que, dans le fond, et c'est déjà une certaine violence, je suis leur porte-parole. Je sais qu'ils n'ont pas accès à la parole, les institutions qui les encadrent m'envoient les voir parce qu'ils n'ont pas accès à la parole. Mon travail, c'est de prendre leur parole et de l'amener toute pure, avec leur violence, leur vulgarité, leur trivialité, tout ce qui est dit, en haut. Enfin, dans les centres de décision. On va peut-être dire en bas, à côté. Voilà. Mais après, sur le... Je sais pas, je pense que oui, bien sûr qu'on a des préjugés et que d'une part le paternalisme blanc c'est pas forcément une solution, et d'un autre côté le fait d'essayer de créer des ambassadeurs dans un groupe, celui qui serait le plus intégré du groupe ou non intégré pour essayer de lui-même jauger, etc. Ça peut poser d'autres questions aussi. Mais après, malgré tout, il se trouve que justement, comme les réseaux de sociabilité et d'amitié en fait se construisent pas forcément partout, parce qu'il y a de la ghettoisation, que justement en fait entre personnes non intégrées, tu peux être ami, sauf que ça crée pas forcément. Ça marche avec les Espagnols peut-être, etc. Mais il y a plein de. Des fois, c'est tout le truc de. C'est un sociologue qui parle de ça. C'est dans les années 60, les Espagnols, ils sont traités d'espingouins. Oui, et puis il y a l'histoire de 36 avant, enfin, c'est lourd à porter, mais disons qu'aujourd'hui. Il y a plein de quartiers qui sont d'une part déjà désertés par les services publics. Donc, même si tu veux créer un collectif, il faut aller super loin pour aller chercher l'information et les capacités d'accéder aux droits. Mais par ailleurs, en fait, tu peux créer des réseaux de solidarité qui sont en fait en vase clos, où le peu de droits que les gens ont, ils circulent entre eux et ça ne fait pas forcément de l'accès aux droits. Je ne suis pas en train de critiquer le BAM ou le GISTI ou les RESF. C'est pas ça la question. Quel biais cognitif on peut trouver? Ce que je dis, c'est que c'est la part de leur action qui, à mon avis, touche
vraiment son but, c'est celle qui attaque l'administration en tant que frein à l'accès au droit. C'est là que le citoyen dit « moi je m'attaque au fait qu'on devienne incapable d'intégrer et incapable de donner des droits aux gens ». Voilà. Là, l'association s'exprime dans sa pleine puissance. Il est absolument nécessaire qu'elle écoute les histoires des demandeurs d'asile, qu'elle les accompagne dans leur démarche, qu'elle les aide, parce que cette saloperie existe. Et pas l'inverse. Voilà. C'est-à-dire que... et par ailleurs, dans cette part-là, pour moi, ce qui a le plus de valeur dans les histoires qu'on m'a racontées, c'est bêtement l'intégration dans des collectifs, l'intégration dans la vie en commun, le droit à la parole, le droit à envisager sa vie comme le résultat des choix qu'on va faire et pas comme quelque chose qu'on subit et comme des options à cocher dans un formulaire défini bureaucratiquement. Donc c'est l'intégration dans une civilité et la construction ensemble d'une civilité locale. Ça nécessite du coup une vision large de ce qui existe et des différents choix qu'on peut avoir aussi. Absolument. Et de ne pas imposer des choix non plus dans l'aide qu'on fait. Mais les gens qui arrivent ont des rêves et beaucoup d'énergie parce que c'est des êtres humains et que les êtres humains c'est comme ça. Et là je parle pas de poètes, de fous, d'entrepreneurs incroyables. Les gens en situation de sans-pape avec qui j'ai travaillé, c'était des paysans roumains qui envisageaient de faire leur vie en vendant des fleurs et des chemises. Avec une énergie folle et en pensant que Paris c'était l'Eldorado et c'était l'or et ils pourraient tout y faire et tout reconstruire leur vie et voilà. Avec un système administratif de destruction de l'intégration, littéralement. Un système d'organisation de la privation de droit. Voilà. On va peut-être s'arrêter puisque je sais pas. Ou alors vous avez envie de discuter encore. Non, mais c'était ok. chouette. Voilà, on s'arrête là. Du coup,